Et bonjour mon invité, donc c'est Rémi. Bonjour Rémi. Oui, alors donc Rémi avec un Y, Dumont avec un T. Alors merci Radio Canu pour cette invitation. Merci Delphine pour la sollicitation que tu m'as faite pour être invité à cette émission, justement à juste titre, comme tu le disais précédemment, dans le cadre des Clameurs où nous avons pu faire connaissance. Alors, je suis écrivain de poésie, de théâtre, d'essais, de scénarios de cinéma, d'ailleurs qui ont tous été réalisés dans le cadre long court-métrage, dans le cadre de mon association dont je suis président, Tout est la prod, et où je suis également acteur dans la plupart des films. Alors, donc, poésie-théâtre. Alors, une pièce de théâtre qui a été interprétée en 1999, pendant 6 soirées à l'Espace 44, par le réalisateur Emmanuel Delattre, un grand copain qui est hélas décédé depuis peu. Donc, pendant 6 soirées, donc, à l'Espace 44, à Lyon 1er, à côté, là. Autrement, que dire, j'ai été influencé, donc, comme je suis né en 57, j'ai eu la chance de connaître cette grande époque. Alors les 30 glorieuses pour ceux qui pensent à l'argent, mais le surréalisme pour ceux qui pensent à la culture surtout, et qui n'a pas de prix, et avec des rencontres assez intéressantes. Alors quelques grands noms. Alors il y a eu le poète et académicien Pierre Thoreil, qui était un proche de René Char, et puis aussi le musicien Olivier Messiaen. Alors donc influencé par le surréalisme, par des voyages aventureux en Orient ou en Afrique du Nord, en Inde à cette époque, parce qu'à cette époque c'était particulièrement aventureux. Alors les essais, alors là aujourd'hui on va parler de la poésie, donc je suis assez diversifié parce que ma poésie elle tend plutôt vers on va dire une poussée spirituelle, bien qu'étant anarchiste et athée, je conçois qu'il y a une certaine forme de spiritualité à développer, à mon niveau. C'est très personnel, qui est d'ailleurs pas complètement incompatible avec divers courants, sauf que ça serait dommage de réduire la spiritualité à la notion d'un dieu. L'univers, c'est beaucoup plus large, on va dire, ça échappe à nos notions. C'est ce que je développe avec dans ma poésie, notamment, bien souvent, et aussi tel que je présente dans un essai, un peu cette spiritualité chamanique. Les chamans, c'était dans les anciens temps les précurseurs de la science, mais c'était aussi les découvreurs d'une certaine forme de spiritualité qui n'avait pas trait au dogme, mais qui était directement tournée vers l'humain. C'était des guérisseurs, c'était des gens qui essayaient d'une manière non pas dogmatique, mais plutôt pré-scientifique, d'appréhender leur environnement, la nature et les événements. Voilà. Très bien. Alors, on commence par peut-être une présentation du livre. Ah bien, donc, alors, dans mes livres de poésie, donc, il y a Cris d'ombre et de lumière, c'est un ouvrage qui a été publié par les éditions Solange-Braud de Bournonville, qui est hélas épuisé aujourd'hui, dans les années 90. Alors ensuite, là, il y a Le chaman et son ombre, chez Eddy Livre, et il y a Trilogie des déserts. Trilogie des déserts, c'était cette époque où j'avais des correspondances et où j'ai eu une rencontre avec le poète et académicien Pierre Thoreil, où j'ai écrit 3 recueils, Le dialogue interrompu, La tentation de Narcisse, La pièce manquante dont on lira aujourd'hui un extrait. Et j'ai réuni ces 3 recueils sous le titre commun je les ai republiés sous le titre commun Trilogie des déserts, avec une mention particulière à Pierre Thoreil qui je dirais pas qu'il y a une relation de maître à élève, mais disons que Pierre Thoreil, il m'a donné certaines clés. C'est comme quand on visite un château. Il m'a dit non, là, vous allez perdre du temps en allant dans ce couloir. Par contre, là, je vous invite à ouvrir celui-ci. Je le connais et il est bien. Voilà. On commence par une lecture, peut-être, alors ? Bien sûr. Alors, j'avais peut-être une petite question. Oui. Est-ce que tu peux préciser, par exemple, le conseil qu'il t'a donné ? Est-ce que tu te souviens ? Alors, le conseil qu'il m'a donné, c'était... j'ai presque envie de le citer. Je le cite dans la préface de Trilogie des déserts. Pierre Thoreil dit « L'explication est une perversion de l'écoute. S'il y avait lieu d'éclairer la sédimentation des origines du poème, telle qu'en sa provenance il dut se proférer, c'est par la simple écoute de ces dépôts accumulés, l'obscur écho des mots inclus, dans la résonance de leur vide, depuis l'aube de leur exil. » C'est-à-dire, autrement dit, il m'avait dit aussi, vous n'en avez rien à faire d'imaginer ce que pourront penser les gens quand ils vous liront.
Ça n'a aucun intérêt, parce que si vous commencez à penser à ça, eh ben, ça sera pas bien. Voilà. Alors laissez-vous guider par l'essence et tout. Alors Pierre Thoreuil, il a une poésie qui est très très académique à la fois, mais aussi très 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 déjantée, très décalée quoi. Il a repris ce concept du vers brisé de Mallarmé. J'entends le vers poétique, vers libre et brisé, avec des blancs, parce que la ponctuation n'est pas suffisante dans notre traçabilité. Et donc le blanc, ça permet d'établir des silences, ça permet comme en musique, on va dire, parce que arriver à ce que le poème soit à la fois une architecture sonore, et que ça soit l'essence, l'éveil des sens qui sont occasionnés par la lecture, des images, des visions, parce que c'est très visionnaire la poésie dans ces cas-là, supplante le sens éventuel qu'on peut donner. Donc toi, tu es dans cette mouvance surréaliste ou pas forcément? C'est plus de l'impression. Oui, je suis dans cette mouvance surréaliste. Actuellement, je suis en train de faire une grande remise en question, après les essais, tout ça, la pièce de théâtre et tout. Là, je fais une pause, parce que je vais redémarrer sur quelque chose de peut-être tout à fait différent. Mais je peux pas en parler aujourd'hui, parce que je sais pas ce que c'est encore. Il faut attendre, il faut laisser les choses se faire. On peut rester pendant des années devant une feuille blanche sans que rien ne sorte. Et le jour où c'est parti, alors là, on se met à travailler, mais on fait un travail titanesque. On répond même plus au téléphone, la porte peut sonner, on continue. On part dans un travail qui est très conséquent et très lourd, parce que c'est très lourd aussi les relectures, tout ça. Donc, avant de publier un livre, les relectures, c'est quelque chose de très lourd. C'est un lourd travail. On a l'air de croire qu'ils s'amusent, ces poètes et tout, là, quand ils écrivent des livres et tout, c'est des dilettants. Pas du tout. Non, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs et qui sont très pointilleux, très méticuleux, même quand ils vont faire quelque chose qui apparemment n'est pas méticuleux, parce que ce apparemment pas méticuleux, il résulte d'un processus quand même. Surtout aussi parce qu'il y a le travail de mise en page. En plus, qui n'est pas évident, qui doit créer des respirations. Tout à fait. Après, pour les auteurs qui sont à leur compte, c'est de réfléchir à son édition, à sa présentation. Alors par contre, dans le cinéma, en tant qu'acteur, je suis tout à fait différent, parce que, comme je l'exposais dans ma pièce La Ligne Zéro, la multiplicité des personnalités chez un individu, c'est pas une psychose comme on voudrait nous faire croire. Non, c'est pas du tout, c'est une opportunité. Ça veut dire qu'il faut savoir s'en servir. Et dans la plupart des films de Toute la prod, en général, je tiens les rôles exécrables. Je suis le tueur, le psychopathe, mais c'est pas une généralité. Il y a aussi ma performance en solitaire, Far From Samsara, qui est purement esthétique et tout, que j'ai tourné en montagne, justement. Mais en règle générale, voilà, on a de nombreuses personnalités et il faut pas les rejeter. Alors bien sûr, la personnalité de tueur, il faut pas la placer dans la rue quand on est à l'arrêt de bus sur le voisin qui passe. Non, il faut justement la projeter, cette énergie négative, pour en faire quelque chose de positif. Et le meilleur moyen, justement, que j'ai trouvé, c'est de faire comprendre à quel point la violence est détestable en jouant des rôles violents. Donc il y a une manière de... Voilà. Le réflexe pavlovien comme Orange Mécanique. Voilà, quand on a vu Orange Mécanique, on est vraiment dégoûté. C'est sûr qu'on n'a pas envie de frapper qui que ce soit, c'est clair. Du coup, j'ai envie de dire, Jacques, c'est pareil pour toi? Absolument. Bon, il dit absolument, parce qu'il n'est pas devant le micro. J'aime bien aussi ce type de rôle, justement, parce que ça va chercher... Oui, j'aime bien moi aussi ce type de rôle, parce que ça va chercher en nous des choses, pas forcément noires ou autres, mais des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et en même temps, c'est un jeu. C'est ça qui est bien. Bon, je suis contente de vous avoir fait rencontrer des connexions entre à la fois le lien de cinéma et la lecture de la poésie. On commence peut-être par une petite lecture. Alors, c'est lequel tu as choisi, là, parce que tu as mis 3 livres. Dans l'ouvrage Le chaman et son ombre, j'ai repris un poème qui a été très apprécié, plus que les autres, on va dire, et qui, là, il clôture Le chaman et son ombre, alors qu'il ouvrait l'ouvrage intitulé Cris d'ombre et de lumière, mais j'ai trouvé que ça méritait qu'on le reprenne. Ça s'appelle Cris. Parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise l'humain? C'est les cris, qu'ils soient silencieux ou audibles. Bon, c'est comme ça que nous nous exprimons. Et c'est ce dont je vais parler. Alors, je vais faire lecture de ce poème. Alors, Cris. Les cris. Ils résonnent sous la voûte céleste. Non,
Ne coupez pas ces fleurs. Laissez-moi les parcourir depuis les racines jusqu'aux pétales éclos. L'abeille me piquera, et mon cri fera pâlir l'automne qui se pavane en ses rougeurs insolentes. Les cris, comment dire autrement que l'on aime, sinon les gestes, sinon les découvertes réciproques des émotions. Les cris, l'innocence torturée aux 4 points cardinaux, un combat de croix à épines et de croix gammées. Sur le grand jeu d'échecs, le maître alchimiste et mathématicien ne tremble pas sous la cape noire. Il résiste en ses calculs froids et opaques, mais il sait qu'une intelligence dévêtue, végétale, animale, tendre, mais implacable, lui tient désormais tête. Son cri nouveau l'inquiète. Les cris, les regards de ceux qui font le monde se sont penchés sur mes cris véhéments. Ils ont fait semblant de ne rien avoir entendu. Les cris, ils forment des grilles dont j'assume l'ascension. Et, des plus hauts sommets, assis, contemplatif, ténébreux, enjoué, des cimes je crie. Attention, les heures du bonheur, les heures du malheur. Attention, terriens qui tirez à la courte paille. Je regardais fuir une route, j'avais des horizons plein les mains. Là où je fixais des portes, j'avais une poignée à la gorge. Heureusement, il y a les jardins fleuris dont je détiens les secrets et que jamais la barbarie et ses sectes, inquisiteurs incognito, ne parviendront à m'extraire malgré leurs ardeurs de prédateurs avisés. Les cris. Le soleil les entend, le soleil entend mes cris, l'ardeur de ses rayons l'atteste, et mes cris lui rendent honneur et grâce devant l'éternelle nature. Il est vrai, nuages et pluies sont des dissimulations momentanées, tout naît et meurt, tout meurt et naît. Le monde est un déguisement épisodique. Les cris. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe un peu de musique? Tu me diras, t'en as choisi qu'une, hein, donc il faudra me dire quand est-ce que je la mets. Oui, écoute, on part sur une nouvelle lecture ou on part sur de la musique? Eh ben, comme tu veux. Moi, alors, on va enchaîner sur une autre lecture, après, on va... Alors là, c'est un petit peu aussi, j'étais... dans les années 70, il y avait Jean-Paul Sartre, hein, c'est un grand nom, hein, mais c'est un grand nom, mais il y a l'existentialisme, tout ça. Alors, on se pose toujours des questions sur le sens de l'existence, c'est bien évident, hein. Et là, j'ai écrit ce poème qui figure en voix off dans un essai cinématographique d'ailleurs, hein, un court film, un moyen métrage. Je l'ai appelé Tendre semblable. Nul repère, nul but. L'horizon, à vrai dire, ligne, en fuite perpétuelle, à l'anonyme, donne lieu ici-bas. Tendre semblable, en vain convoitez-vous une clarté hors de votre portée. Aussi, l'inutile et le paradoxe vous font peur. La tentation du mensonge, tel un acquittement de la vie à la mort, vous permet de passer outre les questions les plus cruelles, essentielles cependant. Voilà pourquoi l'essentiel, précisément, n'émerge qu'en parole de tout votre vivant. Vos sentiments les plus forts demeurent institutionnels. Les amants, quant à eux, sont fluides comme le vent, ils se congédient mutuellement. Il n'y a de toute façon rien à attendre de rien, sauf peut-être la sobriété du souvenir d'un sourire. Plus palpable s'avère l'empreinte que lègue l'ami s'éloignant. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Je deviens le sorcier, le sauvage, je change de peau, de visage, je suis libre d'épouser le mouvement perpétuel, la symphonie qui enchante l'univers. Entre les vérités de la veille et les mensonges du lendemain, la ligne de vie ne saurait être droite. Elle se brise à tout instant, plus tard se recompose, telle est sa vocation. Aujourd'hui, j'ai réalisé un fait capital. Demain, je disparaîtrai sans conséquence. Voilà, donc c'était un choix musical de Rémi,
Tu peux nous présenter du coup la pièce qu'on vient d'écouter, s'il te plaît? Oui, donc c'est un prélude pour piano de Olivier Messiaen, hein, intitulé Les sons impalpables du rêve. Alors pourquoi Olivier Messiaen? Parce que j'ai rencontré Olivier Messiaen. Hein. Je lui ai même offert mon ouvrage intitulé Cris d'ombre et de lumière, qu'il a beaucoup aimé. Hein. Alors justement, quand on parlait de... Et puis je l'ai rencontré à Lyon, hein, un moment, rapidement. Bon, quelqu'un de très surbooké, hein, puisque c'est une des figures représentatives dans la sphère officielle, on va dire, de la musique contemporaine. Mais c'était quelqu'un de très très humble. Hein. Quand je l'avais rencontré, j'avais dit c'est formidable ce que vous faites. Alors il me dit oui, mais vous savez, hein, la musique la plus formidable, c'est celle du silence. Et celle-là, j'arrive pas à la faire. Bon, voilà. Bon. Alors, il avait de l'humour. Alors, c'est justement quand je parlais de spiritualité, John Cage l'a fait, Messiaen, c'est que Olivier Messiaen, c'est quelqu'un qui avait une inspiration chrétienne, qui a fait de la musique liturgique, mais qui avait ce côté chaman, c'est-à-dire qu'il écoutait les oiseaux, il transcrivait les... Donc, c'était un non-conformiste dans le domaine de la spiritualité chrétienne, hein, et qui était ouvert à toutes les idées, qui était très proche de la nature. Hein. Alors, donc, moi, en tant qu'athée, j'avais trouvé un pont très favorable de communication entre cet esprit, cette musique, bien sûr, et ce que je faisais de mon côté. Voilà. Je disais, John Cage les a fait, les minutes de silence. 3 minutes 25, je crois. Oui, 3 minutes 15, 4 minutes 12, on s'en fiche. Enfin, l'idée, c'est qu'il y a un orchestre qui arrive avec un chef d'orchestre qui arrive, et il lève la baguette, et il y a un grand silence. Et en fait, ce qu'on entend, c'est le bruit des gens, des micro-bruits de la salle. Et puis, à un moment, il baisse la baguette et tout le monde repart et personne n'a joué. C'est le silence et plutôt les bruits de la salle. Qu'est-ce qu'on écoute, en fait? Il y a toujours du son, en fait. Même quand on ne fait pas de bruit, même si les musiciens ne jouent pas, il y a quand même du bruit, du son. Voilà, la petite anecdote. Alors, bien évidemment, on a... Je n'aime pas faire référence à des grands noms, parce que je ne cherche pas à me mettre en avant en disant que j'ai rencontré quelques grands noms. Hein. Mais c'est tout simplement, ça s'est fait spontanément, en fait. Hein. Des fois en écrivant à certains poètes et tout, et qui m'ont répondu. Et on a communiqué un peu, beaucoup, tout dépendait. Hein, voilà. Alors il y en a un, j'aurais bien aimé le rencontrer, justement, c'est pour ça. Hein, mais lui, j'ai aucune chance, hein, à moins de faire Retour vers le futur. Hein. C'est Arthur Rimbaud, bien sûr. Alors donc... je lui ai dédié un poème. On va le lire. Évocation. Hein. Ah, donc toujours dans ton recueil, le chaman. Toujours dans le chaman et son ombre. Voilà. Évocation. À Arthur Rimbaud. Rêve dont tu devais te défaire. Fébrile. Injonction. Quand sonnaient les heures, à jamais identiques. Inutile gloire illusoire de tes rêves morts. La bouche sombre tait le sang bu par l'ardoise nue. Du temps passant dérive l'écriture fatale, linéaire. Bouche de douleur, le gouffre béant et la montagne de mépris où personne ne nous entend. Nos voix longuement mûrirent sous un soleil absent. Nos souvenirs, formes évoluées de l'oubli, résurgence au rythme de la marche. Dans la ville, l'indélébile empreinte d'agonie nuit. Le jour, en quelque orient survenu, songe, peut-être cendre. La pitié éclabousse le feu des cris du sang qui coule. Au pied des murs de ce monde clos, personne ne s'arrête. Nos âmes figées guettent le vide, et nos paroles, éteintes, à jamais souffrant l'impossible, invoquent l'éternité. Voilà, on est en direct sur Radio Canu et c'était une pièce que j'ai composée qui a été diffusée au Théâtre Libre de Saint-Étienne, si ma mémoire est bonne, sur 4 haut-parleurs en quadriphonie. Donc il y avait 4 matières différentes, la voix, le métal, le verre et le synthétique. Donc synthétique avec un synthétiseur, un Moog. Voilà, pour ceux qui connaissent Robert Moog. Je suis très heureux qu'après Messiaen, on ait les œuvres de Delphine là, qui viennent m'accompagner dans ces lectures. Hein. Parce que là, je sens que je vais faire connaissance de son œuvre d'une manière
scrupuleuse, on va dire, hein, parce que ça mérite le détour, apparemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de détours, parce qu'en plus, elle a une œuvre... elle n'a pas fait 2-3 petits morceaux comme ça en passant, hein, apparemment. Hein. Bon, voilà. Puis elle était passée sur France Musique aussi, je crois. C'est ça, France Culture, non hein Oui. Oui, non, mais faut le dire, parce que pour passer sur France Culture, c'est pas donné à tout le monde à l'heure actuelle. Ah bon? Ah oui, quand même. Hein. Alors, félicitations. Hein. Bon, et ça me semble très, très bon, et je me ferai un plaisir d'écouter ça à tête reposée. Alors, on continue les lectures, je crois. On est toujours dans le chaman et son ombre. Oui, on est toujours... finalement, le chaman et son ombre, c'est un peu parce que Cri d'ombre et de lumière, on l'avait pas retenu. Il y a de la prose, il y a pas mal de choses. Le chaman et son ombre, c'est un petit peu une récupération de ce qu'il y avait de mieux dans les œuvres de cette époque. Hein. Puisqu'on terminera pour l'émission avec une lecture d'un fragment de Trilogie du désert. Hein, comme ça, on verra un peu la différence. Voilà. Alors donc, maintenant, là, oui, on est toujours un peu dans cette idée du poème Vision. Là, on est dans le chaman et son ombre, ça indique bien son titre. Hein. C'est sans prétention du tout, c'est tout simplement accorder à la nature toute l'importance et tout le respect qu'elle mérite, à savoir qu'il ne suffit pas de la regarder uniquement, il faut la percevoir, cette nature. Et la nature, elle est visionnaire par elle-même. Hein. Donc, c'est pas nous qui avons des visions, c'est la nature qui nous communique des visions, c'est une communication élargie, on va dire. Hein. Un état de conscience élargi qu'on a quand on se promène dans la nature et qu'on est à l'écoute, vraiment à l'écoute. C'est très subtil. Alors tout d'abord, poème simple, simple poème. Les mots gouttes d'eau qui parlent d'amour, mort des théories. Le soleil reflété par la mer, à la cime d'une vague où vogue l'âme. Un mot cristal pour amoindrir la lourdeur des ambiguïtés. La respiration des sources et des pierres, partout le cœur inscrit, son signe fluorescent. L'être fixant l'être, par-delà son brouillard imagé, la marche lente vers l'aurore argentée, les créatures rassemblées autour du feu, le simple non pensé, le simple déjà pensé. Les forces accumulées dans les mains entr'ouvertes, la symphonie des couleurs et des sons, et les songes qui s'épanchent sur les rives de l'esprit conçu pour la clarté des racines de l'éternelle durée. La chaleur comme un vêtement d'iris et de rose, l'orchidée du sourire au centre de laquelle gravite l'essence. Les formes innominées et dépouillées jaillissent enfin de la lumière et de l'immaculé face au regard qu'un éclat d'œil de tigre libère. Tout simplement. Simplement tout. Et dans la continuité, donc, alors quand je parlais de... J'ai pas envie de raconter mes voyages. La plupart des gens, ils racontent leurs trucs, là, ils racontent leurs voyages, ils font des... Bon, ben c'est très bien, mais voilà. Mais comme ça a tellement été fait que... Bon, ben je sais pas, voilà. Enfin, dans ce recueil, il y a quand même pas mal de photos d'endroits où tu as été. Oui, ben notamment, il y a la photo, là, je vais le lire face à face avec l'Annapurna. Hein. Donc là, j'ai noté Poon Hill, Népal, décembre 1977, hein, c'est clair. Et la photo qui est dans le livre, ça a été pris ce jour-là. Voilà. Donc, c'est un sommet qui n'est pas très très haut en altitude, à environ 3300 mètres, mais on est en face des Annapurna. Hein. Et à cette époque-là, pour atteindre cet endroit-là, c'était autre chose que maintenant, parce que maintenant, il y a eu des aménagements et tout. C'était très très aventureux. Hein. Bon, il fallait atteindre le prochain village, parce qu'entre les deux villages, il n'y avait vraiment rien, quoi. Et c'était des longues marches très épuisantes, hein. Et dans des conditions difficiles aussi, des fois. Et voilà. Finalement, les conditions difficiles, c'est ça aussi qui forge la beauté du voyage. Hein. Alors, ce face-à-face avec l'Annapurna, ça décrit un peu cet état de fusion avec la nature, hein, d'extase, hein, et où finalement les limites entre le moi et l'environnement ne sont plus établies. Hein. Un petit peu cette dissolution du moi. Hein. Donc voici, face-à-face avec l'Annapurna. J'étais le tout, j'étais le rien. Le zéro et l'infini, la cime, le torrent, la plage et la vague, le soleil et son reflet, l'éclair et les ténèbres. J'étais le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, j'étais le rien, j'étais le tout. J'étais le continuum de la vie et de la mort,
J'étais l'univers dans la négation du temps, et j'étais le temps dans l'acceptation du tout. Immergé de zéro à l'infini depuis les racines du vide, jusqu'à la plénitude et la sérénité d'une éternelle fusion des jours et des nuits. En l'au-delà des peurs, des haines et des remords, j'étais le tout et le rien. J'étais l'être universel dans le temps aboli. J'étais la voix et l'écoute. Immatériel, je m'intégrais sans limite ni frontière à la terre et à la nature. J'acceptais le don de la vie et ce véhicule éphémère qu'était mon corps. J'étais prêt à marcher afin de parcourir les routes de la terre. J'étais devenu l'ouvert, le précurseur et le fait accompli, le rêveur éveillé au cœur du monde sensible. Voilà, alors pendant que les pièces passent, on continue à discuter. Alors là, Rémi, je te fais encore découvrir un morceau, même si on est parlé de bien d'autres choses entre Jacques et Rémi. Ça s'appelle Tergivré, cette pièce, je l'ai diffusée au musée de la Mine, toujours à Saint-Étienne. C'était à partir d'une carte postale sonore. Et donc, l'image que j'avais choisie, c'était une toute petite flaque d'eau qui était givrée, voilà. Mais avec des traitements, on travaillait sur le bleu, on a l'impression que c'était la terre. C'est formidable. Hein. Moi, j'ai hâte d'écouter ça dans de bonnes conditions, tranquille, chez moi. Puis alors, à défaut d'avoir le froid, à minima, le ventilo en face, parce que là, il fait vraiment chaud aujourd'hui, quand même, hein, je trouve. Hein, quand même. Alors, pendant que le CD passait, on a parlé de ce que tu faisais, par exemple, des téléchargements sur Internet, de ce qu'on pouvait avoir accès pour les auditeurs. Comment ils font pour avoir accès à tes livres, à ton travail? C'est pas compliqué. Pour te rencontrer. Donc, alors, les films, tout est la prod. Ils vont sur TUTO2LA espace PROD. Ils vont sur le site et là, il y a des rubriques et on peut voir. Il y a une page qui est dédiée à chaque film. On peut voir tous nos films. Et même, il y a même l'autorisation de les télécharger. Librement, c'est une autorisation, c'est-à-dire que s'il y a Adopi qui passe à ce moment-là, il y aura un petit signal vert, vous ne serez pas embêté, hein, à condition bien sûr de les utiliser en privé, ou alors de me faire une demande s'ils veulent les projeter en public, ce sera avec le plus grand plaisir que je dirai oui et que je me déplacerai pour cette grande occasion. Pour ce qui est des ouvrages littéraires au sens large, parce que il y a la poésie, il y a les essais, il y a la pièce de théâtre, et puis il y a tout ce qui est scénario. Eh bien, c'est pas compliqué. Moi, mon but, c'est d'être lu, c'est pas de vendre. Hein. Bon, alors, mes livres, ils sont publiés sous forme papier, bien sûr, mais je les ai tous mis en téléchargement gratuit sur 3 sites. Alors, il y a le site de Plume de Poète, hein, on peut me retrouver. Il y a le site de In Libro Veritas, et puis il y a le site de Édition 999. Ça s'écrit Édition 999, tout attaché. J'ai une page avec une interview, et là, vous pouvez retrouver mes ouvrages avec les commentaires, les présentations, et vous pouvez les télécharger gratuitement. Voilà, notre invité du jour, Rémi Dumont, dans Patchworld. Alors j'avais une autre question. Oui. Est-ce que par exemple, comme Jacques ou comme d'autres groupes des fois de poètes, est-ce que toi tu fais partie de collectifs ou est-ce que tu te réunis avec d'autres amis poètes? Alors j'avais croisé Rémi, bien sûr. Est-ce que ça arrive que vous faites ça en collectif? J'avais beaucoup la poésie parce que je m'étais mis au cinéma. Le cinéma, c'est un gros boulot. Hein. Par exemple, à titre indicatif, quand on a fait le long métrage, ça a duré 2 ans. Hein. Je travaillais encore, alors je me levais à 4h du mat pour gratter pour le film, j'allais au taf et quand je revenais, je recommençais, je finissais à 11h. Donc l'écriture, je l'avais un peu délaissée, je l'ai repris ensuite. Hein. Alors pour ce qui est plus spécifiquement, maintenant que je reviens dans l'écriture, et d'ailleurs que j'aurai une soirée au Carré 30, le 31 octobre, hein. Donc, le mardi 31 octobre, là, je suis au Carré 30. Je me produis au Carré 30 pour une lecture poétique, une lecture littéraire au sens large, quoi. Il n'y aura pas que de la poésie, il y aura aussi des extraits d'essais. Hein. Donc, actuellement, je me connecte avec quelques personnes. Alors, il y a Denis Marulaz, hein, on a des entretiens quotidiens avec Denis Marulaz. Il a été acteur dans mon dernier cours, Denis également. Hein. On a un petit projet cinématographique aussi, et puis on se soutient mutuellement dans nos actions, quoi, pour tenter de promouvoir nos œuvres, promouvoir au sens de nous faire connaître. Hein, c'est ça que j'entends par promouvoir, ce qui n'est pas simple à l'heure actuelle. Hein.
parce que finalement, il y en a qui, quand ils ont un nom, ils tiennent la place et tout, et c'est très difficile, c'est pas perméable. Hein. Bon, finalement, accéder à une scène, c'est aussi difficile que dans une entreprise postuler sur un emploi. Hein. Quand c'est pareil. Hein. Bon, alors il y a des gens qui sont très bons et qui très compétents, on va dire. J'aime pas bon mauvais, ça rentre pas. Moi, le bon et le bien et le mal, je connais pas. Il y a des gens qui sont très compétents, hein, qui le mériteraient et qui ne seront pas élus. Et parfois, paradoxalement, il y en a d'autres qui le seront beaucoup moins, mais qui seront élus. Donc c'est pas vraiment une référence que d'être en haut de l'affiche. Hein. Voilà. Alors nous, on essaye humblement. Alors lui, il se promène avec sa carriole de livres dans la ville par tous les temps, même quand il fait très chaud, pour faire connaître ses ouvrages. Donc alors là, pour le moment, oui, il y a Denis Marulaz et puis il y a Roland Dauxois. Là, on se rapproche. On va peut-être former, on ne sait pas, on verra un petit collectif. Voilà, on verra. Est-ce que tu as des rencontres aussi, comme je sais que tu es beaucoup sur Internet pour promouvoir ton travail, est-ce que tu as aussi des rencontres par Internet, des échanges avec d'autres poètes, des gens que vous avez découverts c'est le même cas de figure que notre ami ici présent ce soir, rappelle-moi. Jacques. Il m'a fait une demande d'amis sur Facebook, tac, et à partir du moment où on est amis, on peut se passer nos liens et tout. Là, je le ferai prochainement d'ailleurs, hein, à ton attention. Hein. On fait passer les liens et tout, puis lui, il a cliqué. S'il veut se télécharger un livre, il y va, il se le télécharge et tout, voilà quoi. Alors, c'est bien évident que l'avantage de Facebook, à part que c'est une véritable poubelle, un défouloir et tout, parce qu'il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des choses épouvantables sur Facebook. Il y a des criminels, des extrémistes qui ont tous les droits de dire les pires horreurs et tout, on leur dit rien. Hein. Et des fois, les autres, ils se font censurer pour 2-3 fois rien, quoi. Ça, c'est défendu. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, donc... Et oui, mais on n'a pas vu, Jacques. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça qui est défendu, Jacques? Réexplique, t'as fait quoi? J'ai montré mon téton. Ça, c'est défendu sur Alors, Facebook. Par contre, montrer des cadavres, du sang, faire de l'appel au meurtre, ça oui. C'est bien. Allez savoir pourquoi c'est autorisé. Alors on ne cherchera pas à comprendre parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt de chercher à comprendre en plus ce genre de truc-là. Mais par contre, c'est vrai que Facebook, c'est remarquable pour ça parce qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui est ami, on peut lui envoyer des liens, on peut commenter ses publications, on peut faire tourner ses publications aux autres et tout. Hein. Et voilà. Bon, alors après, soit on s'inscrit dans une démarche qui est à la fois professionnelle mais en même temps assez fun, assez conviviale parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le bon boulot, ça se fait dans la convivialité, hein, on n'est pas à l'entreprise là où c'est le contraire, quoi, parce que dans les entreprises on fait du boulot, on peut pas aller plus loin que ce qu'on vous dit parce qu'il y a une pression qui vous en empêche, quoi, en gros. Donc alors finalement j'ai envie de dire qu'en entreprise on travaille moyennement bien, hein. Je vais pas dire mal parce qu'il y en a qui vont m'écouter, ils vont faire un procès là. Mais c'est pourtant vrai, hein. Et que par contre, quand on travaille, quand il n'y a pas de question d'argent dans le travail, et qu'on travaille pour le plaisir, et qu'on travaille pour la qualité, avec un objectif qualité, ce qui n'est pas le cas dans la société, on ne travaille pas avec un objectif qualité dans la société. On se rend compte qu'il n'y a rien qui marche. On appelle un service, il n'y a personne qui répond. On fait du boulot de merde. Bon, alors que nous, on se dit, faire du boulot de merde, c'est complètement déplacé, parce que là, ce que je fais, c'est mon homme que je mets sur le jeu d'échecs, là. C'est mon moi. C'est mon authenticité. Alors je vais quand même pas massacrer mon authenticité. Je vais pas la marchander, je vais pas la vendre. Je vais pas la vilir. Hein. Donc tout l'enjeu, il est là. La différence, elle est là. Alors, je repose ma question, parce que tu as parlé de Jacques avec qui vous êtes mis en lien rapidement sur Facebook. Mais est-ce que, par exemple, tu vas, toi, découvrir par Internet d'autres poètes ou d'autres poétesses? Est-ce que vous êtes en communication, en lien, par mail ou par échange Internet, ou pas du tout? Ça se passe pas comme ça? Oui, bien sûr. Chaque fois que l'occasion se présente, moi, j'aime bien découvrir des gens qui sont pas connus, parce que c'est ça l'intérêt. Hein. C'est que soyons connus entre nous déjà, et c'est bien, quoi. Et c'est toujours très agréable une personne qui reçoit un message en disant j'ai lu ça, ça a retenu mon attention et tout. Tu en lis, toi? Sur Internet, il y a des gens que tu te souviens, tu as des noms que tu peux citer. Je suis à la retraite, j'ai du temps. Là, il y avait Roland Dauxois, il y a Denis Marulaz, il y en a d'autres, j'ai pas de nom en tête, mais il y en a beaucoup. Il y a des fois, il y en a certains, je retiens pas leur nom, mais je mets toujours une petite note, quoi. Voilà, quoi. Alors, il y a 15 jours, j'ai reçu Fabien Drouot. Je pose cette question parce que pendant qu'on passait un CD, j'ai pas continué sur ce sujet, mais je vais le réinviter bientôt. Il me disait qu'il avait eu des échanges et il était même tombé amoureux virtuellement de poèmes qu'il avait lus, et du coup des poétesses qui avaient écrit ces poèmes. Et il y avait des échanges virtuels qui se faisaient, des amours virtuels en quelque sorte, par l'intermédiaire des textes. Et j'avais trouvé ça très poétique pour le coup.
Alors là, je propose qu'on s'éloigne du chaman et son ombre, là, l'ouvrage, là, et qu'on vienne un petit peu se poser sur Trilogie des déserts, hein, donc qui est la réédition de 3 ouvrages intitulés, de 3 recueils. Donc Le dialogue interrompu, une prose poétique en 8 tableaux, La tentation de Narcisse, un continuum poétique, hein, donc qui n'a pas d'interruption. Environ 42 pages, ça ne veut pas dire grand-chose les pages, mais bon, quand même, bon, voilà. En lecture, La tentation de Narcisse, je l'ai lu en entier, au carré 30, c'est 45 minutes de lecture, quoi, voilà, quoi. Et le 3e recueil qui clôture cette trilogie des déserts, hein, ils sont tous un peu dans la même veine, hein, dans le même style également. Donc c'est La pièce manquante, un poème en 3 mouvements, hein. Alors la pièce manquante, finalement, c'est on se rend compte dans la vie que même quand on a tout, il y a toujours quelque chose qui manque, hein, en gros. Hein. Je vais mettre un petit peu sur la table ce raisonnement un petit peu basique là, qui est un peu vrai dans tous les cas. Hein. Et finalement, c'est assez cruel de se dire que on arrive à la fin de sa vie, ah mais j'aurais bien aimé faire, oui mais bon. Alors c'est cruel, mais en même temps, s'il n'y avait pas cette pièce manquante permanente, eh bien on n'avancerait pas. Hein, voilà, donc. Alors, le dernier mouvement de la pièce manquante, que je vais vous lire, hein, donc le dernier recueil de Trilogie des déserts, qui s'appelle d'ailleurs Pièce manquante, tu demeures, c'est un petit peu finalement le poète après son grand parcours à travers le désert, les cimes, qui. C'est l'aboutissement ou l'inaboutissement. Voilà. Cet aboutissement est un non-aboutissement. Voilà. Comble et, sur fond de ciel, la page où s'écrit essentiel, ce que je vois, l'espace ponctué d'étoiles. Amont, zébrure diaphane, les chemins de glace, des cimes, à l'écoute, du silence, la dédicace. Sur fond de ciel noir, ce que tu vois, rien que cette page blanche, et de l'opaque sens décanté, quelques mots limpides. Leur architecture dépouillée, est, ne prétendant aucunement à l'existence, entière liberté, nue, en toute lettre, morte. Encre noire sur fond de ciel noir, le poème qui ne s'écrit pas advient en la voix, évidente sculpture qui n'évoque plus. À l'illimité de ce qui se voit, sur fond de ciel noir, cette toile pérenne, vivante, la page ouverte, la voix des étoiles blanches. La page céleste tournée vers l'oublieuse immensité et conduit le poème quand, à 2 doigts d'élucider, inédite parole, l'énigme clé des songes, se réitère, harcelante, l'interrogation du vide. Au carrefour des suites de cet itinéraire sans fin, sur l'ardoise lisse, voici, d'amples feuillets de nuit sertis, l'âtre de la mémoire où se consument les feuilles mortes. Elle, la mort, les braises sonores, au cœur éblouissant de la nuit, la sphère opalescente. Voici, de ta voix s'élevant l'origine et le dénouement, réunis au terme panique de l'œuvre humaine. L'ultime parure de l'écrit, livrée au courroux de cette voix que le feu inaugure. Ses fondations nivelées jusqu'à la lisière du mur, l'informant de sa fin que proclament, farouche, les lèvres du brasier. Éphémère, la gloire de son visage à jamais effacée, demeure des cendres tout au plus, cette improbable survivance, quelques empreintes chétives et noires, signes indéchiffrables sur la page, vestiges et blanches. Orfèvrerie de vastes réseaux d'étincelles, floraison soudaine, la vasque ciselée déborde d'une multitude d'étoiles naines. Quelle sollicitude en ce haut lieu de détresse souveraine, orchestre, grappe d'accords, telle ordonnance subtile de nulle main cependant l'apanage et la grâce.
Elle n'augure en rien la cassure depuis toujours pressentie, mais qui survient brutale, suscitant l'effondrement de l'édifice des braises, écho refluant vers l'opacité sur la trace inexistante du divin. Ce visage entrevu illustra-t-il de Prométhée, en sa gloire confuse, l'essence du défi insatiable et vain? Des cieux embrasés, lourds de nuées sidérales, se précipitent les poussières infimes du sablier rompu de la nuit des temps. Tel réside en cette moisson raréfiée, de tout sens dénué et limpide, le legs de ta voix. Voix, du passé recomposé, témoigne la plus que parfaite blancheur de l'horizon. S'épanche, perles, rosées, au tronc de pleurs, trop longtemps contenues. Sous la voûte du ciel, très lentement se déchire l'enveloppe noire. Les scellés de nuit ôtés dévoilent ta lettre absente. Étendu au repos de ton inexorable blancheur, tu recouvres l'ardoise nue. Pièce manquante, tu demeures. Sous la contrainte du mur infondé se répète, résonance à l'infini, la vacuité de ton nom, vocable informulé. Ô solitude insondable, quel irréversible serment retient l'homme asservi en deçà du séjour. Point la timide annonce de l'aube. Au-delà de la sphère dramatique du dire, le nom dit, en l'insaisissable ailleurs, célèbre, silencieux, ta renaissance, onde, sereine. C'était notre invité Rémi Dumont. C'est la fin de Patchwork.